Hello tout le monde, vous êtes venu ici parce que vous êtes fan de l'univers de J.K. Rowling? Je vais essayer de vous convertir aussi à la sculpture. Vous êtes venu ici parce que vous êtes fan de sculpture? Je vais essayer aussi de vous convertir à l'univers de J.K. Rowling. Donc on va s'attaquer aujourd'hui bien évidemment à la sculpture d'un nifleur, un des animaux les plus adorables des animaux fantastiques. Je vais essayer de vous expliquer en détail les étapes de la sculpture avec de la pâte autodurcissante. Pour moi c'est un des matériaux les plus simples à utiliser pour commencer. Et comme cette vidéo est déjà très longue, beaucoup plus que je ne l'aurais voulu, je vais faire une autre vidéo entière consacrée à la peinture du nifleur. Donc je la mettrai vers ici sans doute, et aussi en barre d'infos. Mais pour l'instant, on va se dépêcher, on enfile notre plus moche t-shirt de non-mage et on est parti. Niveau matériel, vous aurez donc besoin de pâte autodurcissante. Alors moi j'ai utilisé la Plastirock de la marque Giotto. Vous pouvez aussi utiliser celle de la marque Das, moi je trouve qu'elle a les mêmes propriétés. Vous pouvez aussi utiliser de l'argile, mais faites attention au moment du séchage alors parce que les fissures peuvent apparaître très vite. Ensuite, primordial, si vous utilisez de la pâte autodurcissante, il vous faudra une spatule, ou en tout cas quelque chose qui va vous servir de spatule. On en trouve dans le commerce en bois ou en métal, mais moi je trouve que pour des petits objets, un bâton d'esquimau fait parfaitement l'affaire. J'utilise aussi un pinceau en silicone pour m'aider à modeler. C'est pratique, mais c'est pas indispensable, si vous en avez pas, c'est pas bien grave. Vous pouvez toujours tailler le bout en bois d'un pinceau pour compenser par exemple. Une paire de ciseaux vous facilitera la vie, si possible une paire plus petite que la mienne avec des lames pointues. Vous pourrez aussi vous servir d'un pinceau à poil épais sans que ce soit indispensable non plus. Pareil pour la mirette, qui peut vous être utile mais qui est pas vraiment pratique avec la pâte autodurcissante je trouve. J'utilise également un dotting tool et un cure-dent, donc le dotting tool c'est pour le nail art, je sais pas si vous connaissez, mais en tout cas les deux font très bien l'affaire, donc si vous avez juste des cure-dents, ça suffira amplement. Pour poncer le tout, je me sers d'une vieille lime à ongles, mais je vous conseille plutôt du papier de verre à grains fins si vous en avez. N'hésitez pas à être inventif au niveau des outils pour vous aider à modeler. Vous pourrez par exemple vous servir de l'embout des pinceaux, ou alors de plus en moins grandes aiguilles à tricoter. Vous savez, la dernière fois que vous avez commandé chinois, qu'il y avait des baguettes, mais que vous avez préféré manger à la fourchette, vous prenez une baguette, vous la coupez en deux, et ça peut vous servir. Pour finir, même si je ne l'ai pas utilisé, je vous recommande vivement d'avoir un rouleau de sopalin à proximité. Parce que l'élément indispensable pour le modelage, que j'ai bien entendu oublié de vous filmer, c'est un verre d'eau. Alors pour éponger au plus vite une catastrophe, vaut mieux être prudent. On va d'abord commencer par dissocier grossièrement la pâte en plusieurs parties, donc le corps, la tête, les pattes avant et les pattes arrière. Pour vous aider à visualiser pendant tout le modelage, je vous conseille de réunir plusieurs photos du nifleur sous différents angles, et si vous les avez sur votre ordinateur, pensez à le brancher et à désactiver la veille avant de commencer, c'est plus pratique à faire quand on a les mains propres. Pas la peine d'être très précis pour le moment, vous pourrez rectifier les formes par la suite. On peut alors s'attaquer à former le corps et la queue. Vous pouvez voir qu'on peut lisser vaguement avec les doigts en humidifiant la pâte, mais on va voir dès maintenant comment utiliser la spatule. C'est vraiment un outil nécessaire pour la pâte autodurcissante, ça va vous servir à lisser le matériau, à le modeler ou à lier différents éléments entre eux. Pour travailler avec une pâte légèrement mouillée, vous devez toujours humidifier régulièrement la pâte que vous voulez travailler. Ensuite, on va venir appuyer légèrement avec la spatule pour déplacer la matière. Ça nous sert entre autres à fondre deux morceaux entre eux. Si vous travaillez avec de l'argile, vos doigts peuvent suffire, mais avec du Plastirock, une spatule, c'est vraiment idéal. On forme vaguement la tête de notre nifleur, et on l'assemble au corps avec la fameuse spatule, toujours avec la même technique. Une fois que c'est fait, on peut commencer à assembler les membres. À ce stade, j'avais prévu petit pour la tête, je la grossirai plus tard. Mais j'avais prévu bien trop gros pour les pattes. Il m'a juste suffi d'enlever de la matière avant de lier les membres. Quand j'ai vu que le volume était encore trop important, je me suis dit que c'était le moyen de vous montrer comment une mirette peut vous être utile dans ce genre de situation. Donc on vient simplement racler la surface de la pâte pour retirer le surplus. Il faut ensuite bien lisser la pâte parce qu'elle aura une texture un peu bizarre. J'ai pas réutilisé la mirette après cet épisode, mais en tout cas vous saurez l'utiliser si vous en avez besoin.
J'ai ensuite tout bêtement répété la même opération avec les 3 autres pattes. Une fois que la sculpture est globalement assemblée, on peut se pencher plus en détail sur les différentes parties et les remodeler. Donc on rajoute de la matière, on la déplace ou on en enlève. J'ai commencé par la tête, il a donc fallu que je la grossisse pas mal, surtout sur les côtés et l'arrière du crâne. J'ai l'habitude de placer les yeux pour m'aider à me rendre compte du rendu final, c'est pour ça que je les refais régulièrement. En fait, c'est plus pour visualiser que pour les placer définitivement. Mais de toute façon, chacun sa technique. Si vous préférez les placer à la fin, faites comme vous le sentez. Donc j'ai passé un petit moment sur la tête quand même, au final le bec est beaucoup plus plat que je l'imaginais. Mais recourbez bien le bout de son bec quand même, ça ressemblera beaucoup plus de profil. N'oubliez pas non plus que la sculpture doit être cohérente même si elle est posée sur une surface. C'est pour ça que de temps en temps je la prends dans les mains et je la fais basculer sur mon plan de travail en appuyant légèrement. Comme ça arrondit le dos. Ça évite de se retrouver avec une sculpture toute tassée si on la décolle jamais de la surface sur laquelle on la modèle. Les épaules et le cou sont aussi très importants à travailler pour donner au nifleur sa silhouette caractéristique. Donc les poils sont normalement plus épais, plus longs à cet endroit et donnent l'impression que le nifleur a un cou large et très court. En plus d'être plat, le bec est assez long, je l'ai un peu allongé avec une forme presque souriante au niveau des coins du bec, puis j'ai aplati le dessous au niveau de la jointure avec le cou. Et n'oubliez pas de former les 2 petits trous à l'avant du bec avec un cure-dent. C'est aussi avec un cure-dent qu'on peut modeler la séparation entre les 2 mandibules, j'ai cherché, ça s'appelle comme ça. Donc en gros c'est la partie supérieure et la partie inférieure du bec. Regardez bien les photos pour cette étape, n'hésitez pas à vous y reprendre plusieurs fois en remodelant le tout à la spatule si vous n'êtes pas satisfait. Pour positionner l'emplacement final des yeux, vous pouvez utiliser le pinceau en silicone ou le bois d'un pinceau à pointer. On peut ensuite aplanir le tout avec le même outil ou alors avec la spatule. Je suis revenue après sur le cou du nifleur que j'ai encore épaissi. La pâte qui me restait avait commencé à légèrement durcir en surface, donc n'oubliez vraiment pas de l'humidifier de temps en temps et de bien la pétrir avant de l'utiliser, sinon vous pourrez fragiliser la sculpture. Une fois la carrure un peu plus satisfaisante, on va passer au matelage des pattes. On peut simplement façonner une forme générale de la pâte sans différencier les doigts, et après venir découper 4 petits doigts au ciseau. Et on n'oublie pas non plus de rajouter le 5e doigt opposable vers l'intérieur de la main.
J'ai utilisé la même méthode avec la seconde patte intérieure avant de passer aux pattes postérieures. Pensez toujours que vous êtes en train de sculpter une créature vivante, donc ça sert à rien d'essayer d'obtenir une symétrie parfaite en termes de position, essayez de faire quelque chose d'assez naturel et ce sera plus réaliste. Pour les pattes postérieures, j'ai bien réhumidifié la pâte et je l'ai remodelée, donc je n'ai pas rajouté de matière comme je l'ai fait pour les pattes avant en fait. Sinon, j'ai utilisé la même technique. On peut aussi rajouter de la matière au niveau de l'intérieur de la pâte pour simuler comme le muscle de ce qui semble être un doigt opposable aussi peut-être. Et comme ça on évite un effet trop plat pour les pâtes parce qu'elles le sont déjà beaucoup. Avant d'oublier, j'ai rajouté tout de suite la poche ventrale. Faudrait pas déposséder notre nifleur de sa capacité de stockage impressionnante quand même. J'ai un peu grossi la silhouette globale, surtout au niveau des pattes postérieures comme on peut le voir. Pour les yeux, on peut simplement former une petite boule que l'on glisse ensuite dans les emplacements qu'on a prévus pour. Vous pouvez très bien ne pas faire de trous si vous préférez, hein, là aussi. Je pense que c'est une question de feeling en fait. On n'oublie pas d'ajouter de l'eau pour bien fixer les yeux, et encore plus à ce stade parce que la pâte a déjà commencé à sécher et ça devient moins malléable. Ma sculpture me semblait assez correcte, alors j'ai décidé de me lancer dans la texture des poils. Je les ai juste tracés avec un cure-dent et puis le dotting tool. J'ai trouvé que modeler carrément des poils sur le haut de la tête ça ferait peut-être sympa, mais ça fragiliserait sans doute trop la sculpture. Donc encore une fois, testez et humidifiez la zone si vous la trouvez trop sèche. Pour être plus réaliste, essayez quand même de définir un sens de pouce des poils, et pas faire des traits aléatoires sur tout le corps. Vous pouvez vous aider des photos du nifleur, mais aussi d'autres animaux qu'on connaît qui ont un peu la même morphologie, comme ça vous saurez un peu mieux où placer les poils. Et c'est à ce moment-là de la vidéo que ma batterie m'a complètement lâché. J'ai fini ma sculpture hors caméra avant qu'elle sèche, donc j'ai finalement juste rajouté de la matière pour élargir la carrure, j'ai fini la texture des poils et j'ai aussi fait de mon nifleur une nifleuse en lui rajoutant des attributs féminins. J'avais juste vaguement imaginé à partir des mammifères qu'on connaît déjà. On peut voir que le dessous de ma sculpture n'est pas sec, mais après 3 jours de séchage, la surface était largement assez dure pour poncer les derniers détails du bec et des pattes avec une lime à ongles. On finit par passer un coup de pinceau pour éliminer les poussières, et la sculpture est terminée. L'avantage de la pâte autodurcissante, c'est qu'on peut sculpter de l'humide sur du sec. Du coup, vous pouvez même retoucher votre sculpture après qu'elle ait séché. N'oubliez pas en revanche de refermer parfaitement le sachet de pâte avant de la ranger, parce que sinon elle pourrait devenir inutilisable. Merci beaucoup à tous ceux qui ont pris le temps de regarder cette super longue vidéo jusqu'au bout. Je fais mon possible pour la raccourcir, mais je voulais vous faire quelque chose de complet, sans trop de coupures, au moins presque tout y est. J'espère que ça vous aura plu et peut-être même aidé en termes de modelage. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter, mais surtout poursuivre la création avec la vidéo de peinture. A tout de suite!